Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Monaco Info. Nous sommes le mardi 31 janvier, voici les titres. L'Italie est en plein bouleversement politique avec la nomination du leader d'extrême droite Giorgia Meloni. Le journaliste spécialiste de l'Italie, Alban Micosi, nous dévoilera le bilan des premiers mois de la nouvelle chef du gouvernement. Puis tout autre chose puisque nous vous emmènerons à la galerie d'art GM Design pour découvrir une exposition photo originale avec 5 artistes différents. Et de la photographie, nous passons au cinéma avec notre deuxième invité Bruno Podalides. L'acteur et scénariste était l'invité de la 100e saison des conférences de la Fondation Prince-Pierre. L'occasion, vous l'entendrez, de parler avec lui de la rythmique des films. La deuxième édition du festival Mozart à Monaco se tient en ce moment même à l'auditorium Régnier 3 avec 5 concerts organisés par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. José Sacré vous emmènera en immersion totale entre sérénade et concerto. Et pour finir, nous vous dévoilerons les toutes dernières informations avant le déplacement de la Roca Team à Berlin, une rencontre qui comptera pour la 22e journée d'Euroleague. 3 mois après son intronisation, la chef de file de Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, est au plus haut dans les sondages et à l'étranger. Elle fait moins peur puisqu'elle a rassuré l'Union européenne et l'OTAN sur ses intentions, en particulier sur le soutien de l'Italie à l'Ukraine. Pour nous en parler, nous retrouvons Alban Micosi, journaliste spécialiste de l'Italie. Bonsoir à vous. Bonsoir Julien. Alors, vous êtes en direct de Bormio en Italie et on en profite pour vous poser plusieurs questions, notamment quel bilan peut-on dresser des premiers mois de ce tout nouveau gouvernement ? Ça fait 100 jours pratiquement que Mme Meloni est arrivée au pouvoir en Italie. Alors on s'attendait à une grande révolution. Vous savez, il y a eu des polémiques au moment de son élection et puis il est forcé de reconnaître que les 100 jours sont passés et qu'on est avec un gouvernement finalement de droite libérale assez classique, conservateur sur le plan des idées. On les abordera ensemble avec quelques points forts, quelques marqueurs, on va dire, pour leur électorat. Mais finalement, c'est un gouvernement de droite conservatrice assez classique. On peut le dire, elle cartonne dans les sondages aujourd'hui, Giorgia Meloni. Toujours, et ça c'est un premier effet inattendu, c'est que le pouvoir n'a pas, on va dire, abîmé son image. Elle est toujours très en tête des sondages sur les partis politiques et finalement elle est appréciée globalement des Italiens parce que elle a su transformer, on va dire, son image de tribun politicien qu'elle était en une personne de gouvernement. Et globalement, les Italiens estiment que oui, elle est responsable et qu'elle est en situation d'être tout à fait compétente. C'est vrai que l'arrivée au pouvoir de Giorgia Meloni, qui appartient au mouvement d'extrême droite, représente peut-être une rupture profonde dans l'histoire de l'Italie républicaine. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors c'est vrai qu'on peut se poser la question parce que Mme Meloni s'est appuyée sur un parti qui, Fratelli d'Italia, qui a, on va dire, au moins clairement dans ses fondateurs, des gens qui se revendiquaient, on va dire, de l'histoire mussolinienne et de mouvements d'extrême droite italienne. Mme Meloni, elle a un petit peu fait le ménage avec tout ça. D'abord, les fondateurs ne sont plus en position de gérer le parti. Deuxièmement, elle-même a longtemps expliqué que finalement les Italiens ne l'attendaient pas sur ses opinions sur Mussolini et sur ce qui s'est passé en Italie il y a 80 ans, mais davantage sur la manière dont elle gérerait le pays aujourd'hui. Alors on va dire qu'elle a amorcé très clairement une mue. Ce n'est pas Madame Meloni quand elle avait 19 ans et qu'elle tressait des louanges au Duce. Le temps a passé, Madame Meloni a grandi, on va dire politiquement. Et aujourd'hui, eh bien, elle essaie de gérer le pays, un pays qui est en difficulté pour 1000 raisons, avec une politique, on va dire, elle essaie au maximum de montrer sa compétence. Et un des points, par exemple, qui est assez fort, c'est que finalement, ses relations avec la Commission de Bruxelles, c'est le cas aujourd'hui où elle rencontre Charles Michel, le président du Parlement européen, eh bien, on s'aperçoit que ses relations avec Bruxelles sont plutôt meilleures que ce à quoi on s'attendait. Et finalement, il n'y a pas de grande différence entre la relation de l'Italie avec l'Union européenne aujourd'hui par rapport à la relation de l'Italie avec l'Union européenne sous Mario Draghi. Vous l'avez dit il y a quelques instants, c'est vrai que l'Italie est en grande difficulté. Est-ce que finalement le redressement du pays peut passer par Giorgia Meloni ?
Alors ça, c'est toute la question. On va dire qu'elle a réussi ses 100 premiers jours en termes d'image. Maintenant, clairement, le plus dur est devant elle. Et le plus dur, c'est de ne pas décevoir son électorat, premièrement, mais en tenant compte des réalités de l'Italie. Vous savez, l'Italie, c'est 165% de dette par rapport au PIB. C'est absolument considérable. Il faut imaginer que ce pays, il est pratiquement en cessation de paiement. Et si l'argent européen ne rentre pas dans les caisses, concrètement, l'Italie ne peut pas payer tous ses fonctionnaires. C'est vrai que ce début de mandat pour Giorgia Meloni a été très riche en actualité. Alors je passe un petit peu du coq à l'âne, mais il y a aussi cette information avec le parrain mafieux le plus recherché d'Italie, Matteo Messina Denaro, un tueur impitoyable qui a été arrêté il y a une dizaine de jours à Palerme au bout de 30 ans de cavale. Alors c'est vrai que la chef du gouvernement a immédiatement salué une grande victoire de l'État. Comment vous analysez ce sujet d'actualité ? Vous avez raison, pour elle, c'est un succès, pour son ministre de l'Intérieur, parce que cela montre bien que l'État italien n'a jamais abandonné, quels que soient les changements politiques, sa volonté d'arrêter les principaux responsables mafieux. Et c'est vrai que c'était la personnalité la plus recherchée. Alors à ce titre, effectivement, Madame Meloni s'en est félicitée, dit que le combat contre la mafia va continuer, que notamment les confiscations de biens, la politique de confiscation de biens va être poursuivie. Vous savez, il ne s'agit pas seulement d'arrêter les personnes, lorsque ensuite il y a des biens, en Italie, il y a une loi qui permet de saisir ces biens et de les remettre à la collectivité ou de les vendre au bénéfice de la collectivité. Elle veut aussi montrer que la police joue son rôle pleinement, que les forces de l'ordre sont complètement mobilisées. C'est important pour elle en termes d'affichage et c'est important pour le prestige de l'Italie au regard de ses partenaires et de ses voisins européens. Merci beaucoup Merci beaucoup à vous, Alban Mikosi, d'avoir été avec nous sur Monaco Info. Merci beaucoup. La Covid-19 perd encore du terrain. En effet, à Monaco, le taux d'incidence était de 36 contre 43 la semaine précédente, alors que 655 tests PCR et antigéniques ont été réalisés dans la principauté la semaine dernière pour un taux de positivité de 5%. Nous venons d'apprendre que le ministre d'État Pierre Dartout avait été testé positif à la Covid-19. Il présente des symptômes légers. Il va donc pouvoir continuer son travail à distance en liaison permanente avec ses plus proches collaborateurs. Cette période d'isolement s'adaptera aux règles sanitaires en vigueur. Ce mardi 31 janvier, un chèque a été remis par le syndicat des Jeux européens de la SBM en faveur de la recherche contre les cancers pédiatriques du cerveau. Ce don de 4 000 € va notamment permettre l'acquisition d'un matériel plus performant appelé Nanodrop. Du 25 janvier au 22 avril, la galerie d'art GM Design propose une exposition de photographie unique en son genre. 5 styles différents pour 5 photographes qui n'ont a priori rien en commun, si ce n'est évidemment la passion de la photo. Visite guidée par Yannick Debever et Sylvain Péroumal. Lorsque l'on longe les murs de la galerie GM, on passe littéralement du tout au tout. Du gigantisme des gratte-ciel new-yorkais au détail d'une poubelle de marché ou bien de la pureté d'un visage à la suggestivité d'un corps, l'exposition Point and View propose un voyage de l'esprit. Everyone was kind of selected because they're all from different parts of the world, different walks of life, and they all have a unique kind of perspective on life. Each artist is very unique with the point of view they've brought, and everyone is so different, even though you have flowers. If you look at Maisie's room, the color and the kind of brutality of what you see in her pictures, I think mine are just a very personal piece to me, and I hope I bring that element forward. Ils sont 5 photographes à habiller les murs de GM Galerie pour 3 mois. D'horizons et d'inspirations différentes, ces 5 artistes émergents sont liés par l'envie indéfectible de promouvoir l'art de la photo. Une envie partagée également par la galerie qui trouve dans cette pratique le moyen de rendre l'art accessible et facilement lisible par le grand public. I love the fact that they're becoming like a photographer's gallery, which is it's great that it's been taken more seriously, photography as an art form, and they're really pushing it. So I've been looking at other galleries around in Monaco, and there's nothing quite like this here. So it's quite a special one. Pour sa toute première exposition, Fenton Bailey, le fils du célèbre photographe de mode David Bailey, a choisi de proposer un voyage à travers 5 mondes, une escapade accessible à tous jusqu'au 22 avril prochain.
À l'occasion de la 100e saison des conférences de la Fondation Prince-Pierre, Bruno Podalides, scénariste et acteur, était l'invité d'honneur. Il a notamment pu dévoiler hier soir au Théâtre des Variétés les ingrédients à mettre pour donner le bon rythme à un film en fonction de son registre. Bonsoir Bruno Podalides. Bonsoir. Alors, première question, le rythme finalement, est-ce que ça ne serait pas la vraie problématique des scénaristes ? Je crois que quand on regarde un film, quel qu'il soit, on plonge dans un rythme particulier. Ça peut être lent, ça peut être rapide, mais c'est une expérience de temps différente de notre propre rapport au temps. C'est vrai que vous aviez déclaré, je crois, être surpris entre le rythme que vous pensiez mettre à une scène et la perception qu'en avaient les spectateurs. Est-ce que cela signifie finalement que cette notion de rythme, elle est propre à chacun et que c'est un petit peu compliqué d'obtenir la perfection à ce niveau-là ? Oui, parce que dans le rythme, il n'y a pas de perfection, c'est plutôt une respiration qui nous est propre. Et moi, je fais des comédies, donc le rythme est très important. Et souvent, l'humour vient d'un petit décalage temporel. C'est-à-dire, il y avait un truc continu, puis tout d'un coup, quelqu'un tombe par terre, le cours du temps s'arrête. Et c'est très difficile, quand j'écris une comédie, d'anticiper exactement à quel moment le spectateur rira. Justement, quand ça concerne les comédies, comment donner le bon rythme à une scène pour la rendre drôle, ce qui est finalement l'une des choses les plus difficiles, faire rire les gens ? Oui, on a tous fait l'expérience de sortir une blague à un repas de famille et vous avez sans doute senti que si vous disiez votre blague 2 secondes après, elle était plus drôle. Il faut être pris dans le rythme de la conversation. Et le petit créneau, il ne faut pas le louper. Et quand on fait une comédie, c'est pareil. Il y a des tas de petits créneaux à ne pas louper. Est-ce que donner du rythme, c'est le travail du scénariste, votre travail, ou finalement cela incombe à tous, acteurs évidemment compris ? Oui, c'est une chaîne. Évidemment, il faut que j'imagine une scène rythmée sur le papier. Mais le vrai rythme, il est imposé par l'acteur, l'actrice lors du tournage. S'il parle vite ou lentement, je ne pourrais rien faire ensuite au montage. L'impulsion de rythme, elle est donnée au tournage, oui. Je pense à Louis de Funès qui souvent était très speed dans sa façon de jouer et qui a fait rire des millions de personnes. Est-ce que là aussi, ça peut être cet acteur une référence dans la tonalité très rapide à donner à une scène ? Non seulement il était capable d'accélération fulgurante, mais aussi de rupture. C'est-à-dire tout d'un coup, il était très calme, il explose, ou au contraire, il est furieux et tout d'un coup, il s'assagit, il prend sur lui. Donc c'était le maître, il tenait la cadence lui-même, et je crois que même le réalisateur en face de lui ou ses partenaires de jeu devaient le suivre dans ses méandres qui étaient très travaillés en amont. Et c'est un exemple c'est vraiment un très bon exemple de quelqu'un dont la nature même donnait une impulsion à chaque plan. Vous concernant, vous avez signé plus d'une douzaine de films. Je pense à votre adaptation du Mystère de la Chambre jaune, à Comme un avion ou encore Les Deux Alfred. Lequel justement de tous ces films représente le mieux selon vous cette notion de rythme et qui peut-être a été le plus difficile à saisir, ce rythme qui est si important aux scènes ? Un exemple assez marquant, ça a été Comme un avion, parce que le héros que je joue se déplace en kayak au fil du courant, et donc le rythme du film est donné par mes coups de pagaie dans une certaine douceur, et j'ai voulu que toute cette courant de la rivière imprègne le film et nous fasse passer d'une scène à l'autre dans une espèce de continuité, oui, d'eau courante, que j'espère agréable, mais c'est mon sujet qui a donné le rythme du film. Vous êtes, il est vrai, scénariste, mais aussi acteur, vous venez de le dire. Est-ce que c'est de pouvoir faire les deux qui vous permet aussi de mieux anticiper, de mieux appréhender cette notion de rythme en fonction des scènes ? Oui, je pense quand j'écris un scénario, je joue un peu tous les personnages dans ma tête, hein, mais j'essaye, au moment du tournage, de ne pas trop le faire savoir pour retrouver la liberté du comédien ou de la comédienne en face de moi qui trouve son propre rythme. Je ne lui montre pas comment faire, je le laisse découvrir la scène et je suis souvent agréablement surpris. Ça ne correspond pas exactement à l'idée que je m'en faisais, mais je sens qu'il y a
une personnalité marquante qui imprime un caractère à la scène. C'est pas moi qui joue et du coup j'aime beaucoup déléguer. Une dernière question sur votre actualité. Des projets sont-ils en cours en ce moment ? Oui, j'ai tourné un film en novembre-décembre l'année dernière qui va sortir le 7 juin qui s'appellera Waouh, W-A-H-O-U, Waouh, parce que c'est l'effet Waouh, c'est sur les agents immobiliers. Merci beaucoup Bruno Podalides d'avoir été avec nous ce soir sur Monaco Info. Il n'y a pas de quoi, c'était avec plaisir. Un concert très riche s'est tenu ce dimanche 29 janvier à l'Auditorium Régnier 3. Dans le cadre du festival Mozart, le programme de cette représentation était en effet dense avec une ouverture, une sérénade et 2 concertos, l'un pour 2 violons et l'autre pour 2 pianos. Reportage signé José Sacré, Hugo Comassa et Louis Borgia. Ouverture du Der Schauspiel directeur de Mozart par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de Kazuki Yamada. C'était dimanche 29 janvier, le 2e concert du festival Mozart à Monaco. Au programme également le concerto pour 2 violons en ut majeur Köchel 190 de Mozart avec en soliste Lisa Kerop et Il Young-che et le concerto pour 2 pianos numéro 10 en mi bémol majeur Köchel 365. Cette fois, les solistes étaient 2 frères nés à Hilversum aux Pays-Bas, Lucas et Arthur Jussen. The Blazers were really fantastic. So it's very first time to play with them. But I realized, wow, I said to them, if I close my eyes, like one person, like that. And so the chemistry is always the same direction, same precise thing. It's very rare things, and it's a most greatest artist for this kind of the repertoire. La très rare sérénade numéro 8 pour 4 orchestres en ré majeur notturno a terminé ce concert Mozart de très très haut niveau. Et nous passons de la musique classique au sport, puisqu'après sa victoire en patron sur le parquet de Villeurbanne ce dimanche, la Roca Team va enchaîner 3 matchs cette semaine. Avant le Real Madrid et Paris à domicile, les Monégasques ont rendez-vous à Berlin ce mercredi pour la 22e journée d'Euroleague. Présentation de la rencontre par Yannick Debever et Thomas Deus. C'est un déplacement périlleux qui attend la Roca Team à Berlin. Même si les Allemands pointent à la 17e position du classement, ils forment une équipe de très haut niveau tactiquement, emmenée par son entraîneur espagnol Israel González. Au match aller, une défense de zone particulièrement rare avait complètement perturbé les Monégasques, qui s'en étaient sortis in extremis sur un shoot au buzzer d'Elio Kobo. They're not very typical team. They're not playing very typical basketball that we used to, they're very aggressive, very fast, they try to play fast. They're doing that very well, executing that very well, and for us it's going to be another challenge, how to stop it, how to come back early to the defense and try to avoid those situations. Le mois de janvier était particulièrement délicat pour la Roca Team qui s'en sort tout de même avec un bilan très positif de 6 victoires et 3 défaites. Une première position en championnat de France et le deuxième meilleur bilan de l'Euroleague. We got to start a new month, new goals, and hopefully less losses. We got to come out and play every game like it's a possibility that we don't make the playoffs, and we need to have this underdog mentality throughout the rest of the season. Les 2 derniers matchs face à Milan et Lasvel étaient bien maîtrisés, signe que la Roca Team a peut-être trouvé un second souffle dans cette saison, une aubaine pour aborder une semaine à 2 rencontres européennes. Tough week, Alba on the road, they're playing at home, they're playing in front of their own fans. It's going to be definitely a hard game, and then Real Madrid coming here, another team that is phenomenal, good, is going to be another huge challenge for us. So it's going to
really require a lot of energy from us and from our coaching staff to get those 2 wins. Berlin ce mercredi à 20h, puis le Real Madrid à Gaston Médecin ce vendredi à 19h. Voilà un programme copieux pour la Roca Team qui cherche toujours à rester dans la course aux 4 premières positions. Et les 2 rencontres européennes de cette semaine seront évidemment à suivre en direct sur Monaco Info. À l'occasion des soirées électorales qui se dérouleront à la Salle des Princes du Grimaldi Forum les mercredis 1er février à 19h30 et jeudi 2 février à 20h, le stationnement sera gratuit au parking du Grimaldi Forum. Par ailleurs, les personnes souhaitant prendre le bus pour aller voter pourront aussi bénéficier de leur gratuité sur présentation d'une pièce d'identité monégasque. Quel temps va-t-il faire pour le premier jour de ce mois de février ? Eh bien, la réponse tout de suite avec Christine Datomel. Bonsoir à vous. Bonsoir Julia. Demain, le temps sera couvert avec parfois quelques éclaircies qui subsistent durant la journée. Mercredi se partagera donc entre le gris et le bleu. L'eau de mer sera à 15 degrés, une température supérieure à celle de la journée de mercredi qui sera au meilleur moment de l'après-midi à 13 degrés. 8 degrés pour les minimales. Le soleil, quant à lui, se lèvera à 7h45 et se couchera à 17h41. Demain, nous fêterons les Hélas. La 25e édition du rallye Monte-Carlo historique se déroule du 24 janvier au 1er février. Ce mardi, en fin d'après-midi, Stéphane Dana a photographié les participants lors de leur arrivée en principauté après une longue journée de la dernière partie de l'étape commune. Quelques petites heures de repos avant le départ de l'étape finale programmée dans la nuit de ce mardi 31 janvier au mercredi 1er février. Demain, vous pourrez d'ailleurs retrouver à ce sujet un reportage de Vanessa Dessy dans votre journal. C'est la fin de cette édition. Je vous donne rendez-vous demain sur Monaco Info pour un nouveau moment riche en actualité. Bonne soirée à vous.